4000 ex-Katangais ont attaqué la nuit dernière un important centre minier de la région du Chaba, au sud-est du Zaïre. À Kolwezi, cité minière, le sort de 3000 Européens, 1700 Belges et 400 Français devient préoccupant. La ville et l'aéroport sont contrôlés par les rebelles qui se livreraient au pillage et à la chasse aux Européens. Le nombre des victimes civiles se serait accru et il y aurait des Français parmi eux. On croit savoir d'ores et déjà qu'un millier de militaires français sont prêts à décoller de Corse à bord de 3 DC-8 de la compagnie UTA. C'est relativement simple comme opération. Alors, je vais en dérouler. Il y a tout à part de monter en puissance et la réalisation des deux OEP avec la saisie de la ville. Après, il y a une grosse semaine d'opération où finalement il y a plus grand monde en face de nous, mais je dirais pour vraiment sécuriser la zone. Là, au bout d'une semaine, pour des raisons éminemment politiques, le régiment a été retiré de la ville. Il fallait à Paris expliquer que c'était une opération de va-et-vient et que c'était terminé. Et puis le temps que les Marocains arrivent, on a laissé une arrière-garde avec une compagnie et la section mortier sur place. Mais là, bon, on a tenu le terrain, point. J'étais jeune marié, moi, à cette époque-là. C'était les rares les femmes mariées au rêve. Je me baladais avec ma femme en voiture au-dessus de Calvi. Et sur l'autoradio, on a entendu, alors 30 secondes, quoi, qu'il y avait une prise d'otage en Afrique, voilà, point, quoi. Et le réflexe naturel, c'est de dire on va encore passer le week-end à l'alerte. Au REP, on était en alerte tous les 15 jours pour la Mauritanie. De mémoire, on avait dû faire 3 montées en puissance minimum depuis le mois de septembre où j'étais arrivé au régiment, quoi. Donc, bon, c'est une de plus. Mais c'était normal, hein, dès qu'il se passe quelque chose en Afrique, le COIA, le CPCO de l'époque, mettait un régiment d'alerte pour être prêt où après, et après, en général, ça se passait le vendredi soir. La montée en puissance n'a pas été un problème puisqu'on était hyper entraîné à se préparer en quelques heures prêt à partir, quoi. Donc c'était on n'a pas imaginé qu'on puisse aller au fin fond de l'Afrique faire quelque chose là-bas, d'autant que c'était plutôt le territoire des Belges, ça. Donc s'il y avait quelqu'un qui devait faire quelque chose, c'était plutôt les Belges. Voilà. Et j'avoue qu'après on n'y a plus pensé. On n'y a plus pensé à tel point que quand on a été mis en alerte, donc je revois très bien la scène, hein, c'était le mercredi. Notre compagnie, la CAE, on était compagnie de service. Et donc quand la sirène du régiment a... moi j'étais en train de faire le plan de permission de l'été. Et quand la sirène a retenti, moi en tant que chef de section, je suis sorti rapidement sur le perron pour vérifier que le piquet d'incendie dont j'avais la responsabilité se rassemblait. On était à 100 lieues d'imaginer, en plus on n'était pas de la Guépard. Et c'est simplement en comptant les coups de sirène qu'on s'est rendu compte que c'était pas un incendie, que c'était à nouveau une montée en alerte. Bon, le régiment était dans une situation un peu particulière à cette époque-là. Il avait tous ses adjoints de compagnie et l'adjoint du régiment qui était au Tchad. Aujourd'hui, on appelle ça un DIO, dans le cadre de l'opération, enfin, du début de TACO, quoi, et ma section, comme on sortait d'une grosse période d'entraînement et de test, on avait mis beaucoup de gens en stage, quoi. Donc j'avais énormément de légionnaires à Castelnaudary, j'avais des légionnaires à Bonifacio pour le CTE Mortier, et puis j'avais effectivement mon adjoint qui était à l'EAI, puisque la réorganisation de l'infanterie faisait qu'à l'été, ma section passait en mortier lourd. Et donc mon adjoint était parti à Montpellier faire le CT2. La tournée s'est passée, on a été très rapidement prêts. La difficulté c'était de savoir si on partait, il y a eu des intervenants sur l'équipe, combien de pièces, les véhicules, pas les véhicules, mais pour tout le régiment, quoi. Donc ça fait pas mal de bazar. Bon, moi j'avais une grosse section, donc plus grosse que le TED de la section TAP,
dont mes légionnaires en surplus, qui en général étaient les jeunes légionnaires que j'avais reçus après la période de test, il fallait les répartir entre les compagnies pour compléter les trous des compagnies. Là où on s'est rendu compte que c'était vraiment sérieux, c'est quand on nous a expliqué que les stagiaires revenaient, la première fois. La première fois que les stagiaires de Bonifacio, c'est-à-dire du continent, ont été rapatriés en Transal. Et les seuls qui n'ont pas été rapatriés, c'est les 3 capitaines qui étaient au poids des capitaines, qui ont été des adjoints de compagnie, et mon sous-officier adjoint, puisqu'on considérait que c'était de Mortier-Bourg, c'était trop important pour la suite. Voilà. On a dû rentrer à la maison vers 21h, 22h. Hein. Puis l'alerte a été déclenchée à 2h du matin. On est parti à Solenzara. Là, il y a eu une longue journée d'attente. Je pense surtout d'attendre des avions. À ce moment-là, bon, on avait compris que ça se passait plutôt au Zaïre. On avait beaucoup de mal à retenir le nom d'endroit où ça se passait, d'ailleurs. C'était assez rigolo. Bon, il y a eu la case, dont je me souviens absolument pas. Moi, je me souviens de la case où nous a passé en revue. Il a dit 3-4 mots, mais enfin, sans micro, il a dit tout. Le chef de section au 3e rang, il ne rien. Par contre, après, il a rassemblé les commandants de compagnie et les chefs de section d'appui, donc Albert et moi, et Leroux, le chef du PC lourd, quoi. Et là, il nous a concrètement expliqué un peu la situation, quoi. En fait, l'absence de renseignements, le fait qu'il y allait avoir une opération aéroportée, que le gouvernement engageait le régiment en s'attendant à avoir beaucoup de pertes. Ce chiffre, 50% de pertes, c'est certainement exagéré, quoi, pas de, et bon, il y en a un qui avait une certaine expérience, quand même. Alors, voilà la sienne, celle de son père. Oui, son père tué en Indochine, a bien expliqué que bon, c'est pas parce qu'il y aurait des pertes que ça a été. Et puis, le plus frappant étant bien sûr les ordres qu'on a reçus concernant nos blessés, puisqu'il n'y avait aucun soutien médical, l'ordre d'abandonner les blessés là où ils tombaient. Pas de, ce qu'on a fait, mais finalement sans conséquence, puisque si on est dans les enseignements qu'on en a tiré, moi, le premier, c'est que finalement on ne réfléchit pas trop. Chaque chef est concentré sur sa mission. Chaque chef est concentré sur sa mission, surtout aux échelons d'exécution très techniques des chefs de section. En plus, bon, les sections mortiers, c'est quand même technique, quoi. Bon, il faut que les obus arrivent à l'endroit. Là, on est très concentré sur bon, comment je vais réussir. On replace dans la position du chef de section avec beaucoup de difficultés, maintenant que j'ai de l'expérience, d'analyser la situation telle qu'elle était, parce que finalement je manque à la fois des éléments dont disposait le colonel Hérulin et puis surtout le colonel Gras qui a monté l'opération, et en creux des éléments qu'il n'avait pas. Parce que c'est surtout ça, hein, pas de... Mais le principal pari de cette opération, au-delà de l'affaire technique, c'est finalement d'avoir monté une opération sans savoir ce qui se passait, quoi. Sans savoir ce qui se passait sur place, qui était l'ennemi, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il tenait, voilà, sans aucune information sur ce qu'étaient devenus les parachutistes zaïrois largués auparavant, même l'armée zaïroise qui était sur place, chose qui serait totalement non reproductible aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on aurait en permanence des expatriés de Colvésie sur WhatsApp, Facebook ou Twitter. Oui. Ça a contribué à montrer que les choses étaient sérieuses, quoi, hein. Mais si vous voulez, c'est assez rigolo. Moi, le souvenir que j'ai de la journée à Solenzara, donc on était mi-mai. Bon, à cette époque-là, la tenue n'était pas modulaire, quoi.
Et donc, à Sowenzera, on a passé notre temps avec ou sans le pull atomique. On a passé notre temps à se changer pour être tout le temps dans la même tenue quand les autorités arrivaient. C'était Bon, il y a eu l'histoire des munitions aussi, quand les munitions sont arrivées en caisse et qu'on nous avait expliqué que les avions du CAD ne pouvaient pas transporter de munitions explosives. On a tous, notamment la section où on avait vraiment beaucoup de munitions en caisse, on a gratté les étiquettes sur les caisses, c'était assez rigolo.